que Kagame a installés, et ces gens-là sont des gens qui mènent un complot contre les Congos. Faible, Kabila est trop fort, on lui dit faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni et à ses frères des concessions. Par procuration. Quand nous voyons les grands Zaïre devenir aujourd'hui les grands Congo, la République démocratique du Congo, peut-être vous ne réalisez pas. Je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, que je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. En se jetant des bombes les uns des autres au Congo. Alors, arrivons maintenant à cet accord qui nous intéresse. Vous voyez tous ces chemins-là qui ont été parcourus. Nous avons, nous, organisé même des élections. On a eu un référendum. On a eu, en 2006, nous avons pu organiser les premières élections démocratiques. Nous avons pu commencer la réunification du pays. On a commencé nous avons respecté un certain nombre de choses qui étaient dites dans l'accord de San City. Mais en 2009, n'est-ce pas, après que nous avons fait la conférence de Goma, vous vous rappelez, Excellence, en 2009, en 2008-2009, un mouvement ressurgit. Alors que nous avions intégré tout ce monde là-bas qui était venu des armées Kigali dont je vous parle et qui était là-bas, un mouvement est né qui s'est appelé CNDP, Conseil national pour la défense des peuples. De quel peuple? Avec des leaders qui se disaient congolais, puis après on les arrête après à la haie, ils disent non, moi je suis rwandais. Donc voilà. Les mêmes, et ils viennent avec les mêmes revendications que le Rwanda a toujours avancé. Les mêmes revendications. Nous sommes un peuple en danger. Nous sommes une minorité en danger. Nous demandons d'avoir un territoire que nous contrôlons. Nos troupes ne peuvent pas aller travailler ailleurs. Ils doivent nous protéger des territoires que nous avons. Vous comprenez ce que cela signifie? Cela signifie chaque fois avancer des prétextes. Et c'est pourquoi, en marge de la conférence de Goma, nous, ayant compris ce qui était en train de se passer, nous avons produit un film documentaire pour montrer qu'il n'y avait pas de guerre civile chez nous. Ce film s'intitule Du sang dans le portable. J'avais produit ce film avec mon ami Patrick Forestier de Canal+, pour montrer qu'il n'y a pas de tribus congolaises qui se battent. Et que tout cela, et dans ce film, nous avons fait parler de ce Kagame qui a dit, vous voyez, ces garçons, Boudamigo, ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment, il a le droit de défendre ses frères. Mais là-dedans, nous avons montré que c'est les coltans qui est à la base de tout cela. Que ce sont les minéraux rares, dont cette région de Grégorge qui est à la base de la guerre. Du sang dans nos portables. Et au moins, il y a eu des Européens qui nous ont entendus, qui nous ont suivis. Et on a obtenu la loi Dodd-Frank par le président noir américain, Obama, qui a interdit la commercialisation des minéraux qui viennent du Congo. Voilà au moins quelque chose qui a été obtenu parce que nous, Congolais, nous avions pris conscience de d'où est venu le problème. Mais en même temps, le CNDP menace la ville de Goma. Le CNDP veut prendre la cité de Goma. Alors, qu'est-ce qui se passe? On nous dit qu'il faut aller négocier. Nous commençons à Goma, puis nous allons à Nairobi, n'est-ce pas? Nous rentrons de Nairobi avec un accord, l'accord du 23 mars que nous signons à Goma. Et on dit, on va désarmer le CNDP, il va devenir un mouvement politique et tout. Eh bien, quelques temps après, une année ne s'est pas passée, le CNDP a ressurgi sous un autre nom. Il s'est appelé M23 comme il l'a appelé. Et ils ont menacé de nouveau la ville de Goma. Nous avons dit allez de nouveau commencer les pourparlers. Ce sont les pourparlers de Kampala. À Kampala, ils ont remis sur la table des choses inacceptables.
On doit leur donner un territoire qui contrôle, on doit mettre leur armée dans notre armée, on doit leur donner une autonomie de gestion économique de l'entité où se trouve, disent-ils, leur peuple, et nous devions combattre les FDLR selon eux, parce que selon eux, c'est nous qui étions les FDLR. Alors on avait organisé beaucoup d'opérations conjointes avec eux, Mojawet, etc., pour lutter contre les FDLR. Donc les mêmes peut-être se sont revenus et nous avons décidé de quitter la table de négociation. Nous sommes rentrés à Kinshasa et c'est à notre retour de Kinshasa que le chef de l'État de l'époque a pris la décision d'utiliser la force. Mais en utilisant au début d'abord la diplomatie. Il fallait régionaliser l'affaire. Pendant ce temps, il préparait ses soldats. Ce sont les vaillants Mamadou Dala et les autres, les commandos qui étaient formés à Kindu et à Isagani. Il est allé demander l'aide de ses amis de la SADC, et c'est ça la FBI, la FIB, dont parlait M. le ministre, et la victoire de Tchanzu, n'est-ce pas, en novembre 2013. Nous sommes allés à Nairobi pour que eux signent leur défaite. Et pendant, quand nous sommes allés les chercher, parce qu'il fallait faire leur démobilisation in situ communautaire, eh bien, nous ne les avons pas rencontrés dans les camps en Kampala ni au Rwanda où on est allé les chercher. Et pendant 9 ans, ils ont disparu des écrans. Nous avons créé même des relations, le nouveau président de la République a créé de bonnes relations avec le Rwanda, leur permettant d'amener ici au Rwandais, etc., leur donnant même la main comme un frère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En 2021, en 2022, ils sont revenus encore M23-2. Mais pendant ce temps, nous étions en train d'avancer vers la paix. C'est comme ça que le gouvernement congolais avait créé plusieurs institutions, plusieurs organes pour lutter contre la prolifération de groupes armés, parce que certains groupes étaient nés pour lutter ou protéger, disaient-ils, leur communauté contre la présence de groupes armés étrangers. D'autres étaient nés parce qu'il y avait des problèmes de manque d'autorité de l'État dans beaucoup de cas. D'autres étaient nés à l'instigation des étrangers. Et c'est comme ça qu'on avait créé le CONADER. Vous vous rappelez les CONADER? Après les CONADER, il y a eu le programme qu'on a appelé l'unité d'exécution du programme national de désarmement et de mobilisation et réinsertion. Après, il y a eu le DDR1, DDR2, DDR3, etc. Après cela, il y avait eu, comme vous le savez, le programme Amani qui devait s'occuper justement de remettre les points qui étaient en guerre, les remettre dans la paix et créer un peu de développement. Nous avons créé aussi le SAREC, après l'accord de Goma. Nous avions créé le SAREC qui était donc un programme de stabilisation des régions qui étaient affectées par la guerre. Et tout cela s'est passé à l'Est. Mais tous ces programmes là-bas avaient pour but de faire quoi? De faire cesser le phénomène des groupes armés. Mais chaque fois qu'un programme se terminait, on avait une démultiplication de groupes armés. Quand nous étions à la conférence de Goma, c'est le ministre, nous avions 7 groupes armés noirs. Vous vous rappelez? Mais lorsqu'on a fait une enquête en 2021-2022 avec le groupe d'études sur le Congo, nous avons dénombré 120 groupes armés en République démocratique du Congo. Donc ça s'était multiplié par 10. Et puis, dernièrement, une enquête a été faite. Bon, je vous remercie pour la question. Je voulais d'abord remercier les organisateurs qui organisent cette conférence dans la circonstance que nous connaissons, avec des tensions exacerbées par la résistance du M23 qui adresse la République démocratique du Congo à travers le Rwanda, qui non seulement apporte le soutien au M23, mais aussi et surtout le Rwanda est dans notre pays pour adresser à la République démocratique du Congo. Alors voilà que cette conférence intervient pour le 11e anniversaire dans cette circonstance-là. Ce n'était que bon pour nous, le mécanisme national du suivi, de pouvoir participer et donner le
point de vue du mécanisme national de suivi par rapport à la revitalisation de l'accord cadre. Et quel est ce point de vue? Bon, le point de vue est que le mécanisme national de suivi travaille sur la revitalisation de l'accord cadre. Vous allez vous rappeler que lors du 10e round tenu à Bujumbura, les chefs d'État ont recommandé, les chefs d'État membres du pays signataire de l'accord cadre, ont recommandé que l'accord cadre soit revitalisé. Et pour cela, ont recommandé à l'envoyé spécial de pouvoir recruter les experts indépendants qui vont faire une analyse sans complaisance dans tous les pays membres de l'accord cadre et proposer les pistes de solutions pour la revitalisation de l'accord cadre. C'est un travail qui a déjà été fait et qui a même été présenté au niveau du Birman, en Afrique du Sud. Et les rapports de ces experts viennent d'être présentés dernièrement à Nairobi au mois de janvier, avec les recommandations qui sont malheureusement réservées à la primaire des chefs d'État. Merci. Pas d'accord périmé. Aucun accord n'est périmé. Un accord ne devient périmé que si on ne l'applique pas. Or, nous avons effectivement signé beaucoup d'accords, une quinzaine ou une vingtaine d'accords. On a eu des résolutions des Nations Unies sur la question de la paix, mais depuis 30 ans, nous ne parvenons pas. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il faut une autre perspective, une autre lecture. Nous devons identifier qui est notre vrai ennemi. Parce que nous signons des accords peut-être avec le Rwanda, alors que ce n'est pas le Rwanda qui nous met en danger. Nous avons des accords avec des mouvements rebelles, CNDP, M23, etc. Mais ces rébellions sont commanditées de l'extérieur. Nous devons donc commencer maintenant un travail de lucidité lorsque nous le faisons. Quand les gens disent au président de la République de négocier, mais le chef de l'État va négocier sur quel sujet avec ces gens? Sur quel sujet? Va-t-il céder la terre? Va-t-il céder une partie du territoire? Va-t-il accepter, encore une fois, alors que c'est un principe, on ne peut plus faire des trucs un peu brassicoles là-bas qu'on faisait, brassage, millage, malaxage, etc. On ne malaxe pas les armées. C'est ça qui a créé la faiblesse de notre armée. On ne peut pas recommencer ces choses-là. De quoi on va parler? On est en train de parler de questions de xénophobie ou de je ne sais pas quoi, ou de menaces sur une ethnie. Eux-mêmes, les membres de cette communauté, sont passés dans les médias pour dire nous ne voulons pas nous laisser protéger par un pays étranger. Ça, c'est magnifique. C'est un devoir de loyauté envers leur terre. Donc, tous les peuples qui vivent au Congo, nous sommes 250 tribus, n'est-ce pas? Mais nous ne vivons pas, nous ne considérons pas l'un ou l'autre comme un étranger. Et tous nos peuples sont des minorités, n'est-ce pas? Alors, est-ce que le Rwanda peut faire la guerre au Congo juste pour défendre, je ne sais pas quel... Non. Et donc, il faut identifier quel est le vrai problème. La nouvelle perspective aussi, c'est que nous devons avoir les moyens de défendre notre territoire. La solution, c'est la montée en puissance de l'armée. Le chef de l'État a promulgué une loi de programmation militaire pour avoir un budget costaud pour l'armée. L'ancien ministre de la Défense a produit, avec l'accord du gouvernement, un document de politique nationale de défense. Il faut produire aussi un document de politique de sécurité pour le pays. Il faut aussi définir cela. Mais ils ont produit une loi sur la réserve armée de la défense pour dire à tous les civils congolais, à tous les anciens combattants congolais, à tous les officiers en retraite congolais et tous ceux qui ont de l'expertise, qu'ils peuvent être recrutés pour défendre leur nation comme le font les autres nations. La réserve armée de la défense, c'est ce qu'on appelle la roue de secours de l'armée. Ce qui se passe aujourd'hui au nord Kivu, par exemple, est très symptomatique. Nous avons des résistants qui ont décidé de prendre les armes pour défendre leur territoire. Et c'est venu, c'est factuel, c'est venu quand les terroristes ont massacré les gens à Kichichi, n'est-ce pas? Et ils ont dit, nous devons défendre nos terres. Les vaillants Wazalendo sont aujourd'hui considérés comme des héros. Ils ne sont pas encore réservistes parce qu'ils devront passer par les processus de désarmement, de démobilisation, de relèvement communautaire et entrer dans leur communauté. Là, ils peuvent être recrutés individuellement pour devenir des ennemis. Mais nous les considérons comme une force d'appui, comme vous tous. Quand vous manifestez, au moins pacifiquement, pas violemment, lorsque vous manifestez pour dire à la communauté internationale et au monde entier le mal qu'on est en train de faire au Congo, en continuant ce petit jeu de ne pas mettre du doigt ceux qui ont agressé le Congo. Et c'est ça la politique que nous voulons faire. La perspective que nous avons aujourd'hui, c'est de pouvoir convaincre les commanditaires de la guerre
d'arrêter le soutien à ceux qui nous agressent. Si aujourd'hui nous obtenons cela, nous aurons réussi. Et nous, au niveau du PDDRCS, nous sommes en train de travailler à pouvoir faire monter ce programme, à le redynamiser comme le chef de l'État a dit, en mettant en place toutes les structures qui peuvent nous aider demain à pouvoir présenter du résultat et dire voici ceux qui ont accepté de marcher dans le chemin de la paix. La presse vous dit merci. C'est moi qui vous remercie. Vous savez que notre pays est attaqué par des ennemis, des agresseurs, et nous sommes en train de célébrer le 11e anniversaire de l'accord cadre sous cette tension. Nous avons décidé d'organiser cette conférence pour réfléchir, pendant que d'autres aussi agissent autrement, pour réfléchir avec les experts, mais également lancer une campagne de plaidoyer de la société civile et des communautés pour contribuer au retour de la paix dans notre pays. Vous savez, si vous êtes en train de suivre les médias, vous êtes des journalistes, comment la situation humanitaire devient dramatique. Donc, au-delà de tous les discours, il y a des vies des femmes, des vies des enfants, des vies des Congolais qui sont fauchés, des crimes qui se commettent du jour le jour. Alors nous avons trouvé que non, en tant que communauté, ça doit se stopper. Il faut que les communautés que nous sommes puissions nous engager pour le retour de la paix. C'est la raison pour laquelle nous lançons cette campagne de plaidoyer au niveau national et au niveau international pour attirer l'attention et pour agir aussi, n'est-ce pas, sur des solutions qui vont nous ramener à la paix. Et nous sommes très contents que le mécanisme national de suivi de l'accord cadre est présenté et soit allé dans notre vision des choses. Même chose pour le PDDRCS et d'autres partenaires qui ont été avec nous. Nous remercions également toutes les communautés du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri et des Kwamout qui sont arrivés et avec les acteurs sociaux qui sont arrivés, des partenaires, pour échanger là-dessus. Et nous pensons que notre rôle en tant que communauté, en tant qu'acteurs sociaux, est vraiment déterminant pour le retour de la paix. Vous avez vu la présence de l'ancien gouverneur de Kivu? Oui, l'ancien gouverneur, M. Julien Paluku, qui est aussi ministre de l'Industrie, mais nous, ici nous l'avons appelé en tant qu'ancien gouverneur, parce que vous savez, l'accord cadre d'Addis Abeba a été signé pendant qu'il gérait la province, donc il en connaît beaucoup. Et nous avions besoin vraiment de creuser pour mieux cerner les contextes dans lesquels l'accord a été signé, mais aussi voir est-ce que l'accord aujourd'hui est encore compatible par rapport aux réalités. Quels ont été les engagements, les degrés de réalisation des engagements des uns des autres. Et c'est pourquoi nous sommes tombés d'accord qu'il faut revisiter cet accord. Mais le principal est là, on n'a pas besoin d'enterrer cet accord, pas du tout, mais on veut le revitaliser. Parce que le Congo a satisfait, a honoré ses engagements, mais les autres n'ont pas honoré leurs engagements. Il faut que aujourd'hui tous les Congolais se mettent ensemble. Franchement, notre pays, nous passons par un contexte très difficile. Aujourd'hui, moi je ne vais pas polémiquer, mais que ce soit société civile, que ce soit opposition, que ce soit majorité, nous sommes tous aujourd'hui concernés pour que la paix revienne, afin que nous vivions dans la paix. Sinon, ces gens-là, ils peuvent nous retrouver ici à Kinshasa et nous foutre dehors et nous ravir notre pays. Donc, c'est l'heure des rassemblements, l'heure de se mettre ensemble avec toute l'expertise. Et nous avons cette expertise pour aider afin que la paix revienne dans notre pays. Alors, Nation, pensez-vous qu'en revisitant justement cet accord, il y aura des éléments nouveaux qui vont mettre fin à cette sécurité criante et grandissante? Je le crois. Il faut revisiter cet accord. Pourquoi? Parce que les autres États de la région pensent qu'il n'y a que la RDC qui a plus d'engagement par rapport à d'autres. Et quand vous lisez l'accord, évidemment, la RDC a plus de 6 engagements, alors que d'autres n'ont pas été explicitement clarifiés dans l'accord. Quels sont les engagements du Rwanda? Quels sont les engagements de l'Ouganda? Il faudra qu'on mette des mécanismes, par exemple, pour sanctionner tous ceux qui enfreignent à cet accord. Ceux qui n'ont pas satisfait à leurs obligations, on fait quoi? Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut, n'est-ce pas, ajouter dans cet accord.